fin du monde approche. Mario Dumont. Et au-delà de ça, Mario, c'est le retour du Schtroumpf grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre, Montpetit-Dumont. Bonjour Marie. Allô Isabelle, contente de te voir aujourd'hui. Pareillement, tu vas nous parler de transport collectif. Parce que là, il y avait une rencontre avec la vice-première ministre Geneviève Guilbeault qui a décidé de reprendre le dossier en main après nous avoir dit toutes sortes de choses qui ont été peu appréciées. Et là, elle veut régler la question des déficits d'ici l'été. Oui, en main, on ne sait pas à quel point en main, parce que l'information qui sortait aujourd'hui, c'est que c'était une rencontre qui allait un petit peu calmer le jeu, il y avait une petite information qui circulait, là, qui n'est pas confirmée ni infirmée finalement par le cabinet de la ministre, qui était qu'elle allait éponger une certaine partie du déficit structurel, là, des montants qui étaient demandés par les maires sur la place publique depuis quand même déjà plusieurs semaines. Là, il y avait un montant de 200 millions qui circulait, qu'elle allait faire un peu comme l'année dernière, là, dire écoutez, là, je vais passer l'éponge encore sur 70% de vos dépenses structurelles, puis on passe à un autre appel. Mais là, finalement, on ne sait pas trop si ce montant-là a été consenti ou pas. On comprend qu'elle s'est quand même dit justement qu'elle allait régler la situation, qu'elle souhaitait régler la situation d'ici l'été, parce que ça demeure quand même ça le gros enjeu. Même si tu fais un chèque à chaque printemps, la question c'est est-ce que tu revois l'organisation, la structure de financement. Puis moi, ce qui m'agace, la raison pour laquelle je voulais revenir avec toi là-dessus, Isabelle, ce qui m'agace, c'est un peu tout le débat que ça a pu lancer sur la place publique sur la question du transport collectif. Je me dis, on devrait tous et chacun, les millions de Québécois, mais surtout le gouvernement, on devrait être très préoccupé par, je sais, là, il y a plein d'enjeux, là, financiers, crise du logement, là, je sais, on a, joint les deux bouts à la fin de la semaine, l'inflation, mais, il faut pas perdre de vue aussi qu'il y a une horloge qui continue de tourner, et c'est celle de la lutte au changement climatique. Donc, je comprends pas pourquoi le gouvernement puis la ministre du Transport et le premier ministre n'ont pas un discours ultra positif sur le transport en commun. Au lieu de lancer la pierre aux municipalités, puis de dire que c'est leur faute, puis les traiter de quêteurs, puis chercher des coupables, puis dire que c'est mal géré. C'est ça que le premier ministre a dit la semaine dernière, que si c'était mieux géré finalement, il y aurait pas, on serait pas dans la cité. C'est plus facile de quêter finalement que bien gérer tes avoirs. C'est zéro constructif. Ça fait Puis Geneviève Guilbeault l'avait un peu dit déjà, cette phrase là, concernant la mauvaise gestion aussi des entreprises de transport par les municipalités. Tu as tout à fait raison, c'est pas forcément une bonne approche que de pointer du doigt. Est-ce que ça nous donne envie de prendre, est-ce que ça nous donne envie de prendre le transport en commun? Ça reste que ça demeure toujours ça la question. L'idée, là, c'est que il y a un des enjeux du financement à l'heure actuelle, c'est qu'il y a moins de gens qui prennent le transport, entre autres, depuis la pandémie. Puis là, toutes les semaines, on parle des enjeux de sécurité, de toxicomanie, d'itinérance, d'agression qu'il y a dans le transport collectif. En plus de ça, tu ajoutes à ça un discours gouvernemental qui est ça pue, c'est mal géré, ça coûte trop cher. Puis je me dis, c'est où le bout où ton objectif, c'est censé être de dire, d'avoir un discours qui est positif, puis de dire aux gens, non, prenez le transport collectif, parce que c'est 900 000 personnes chaque jour qui prennent le métro, puis qui sont pas dans une voiture, puis qui sont pas en train de congestionner la ville de Montréal. Mais en même temps, t'as vu que là, ça va coûter plus cher prendre le métro et l'autobus? Ils ont décidé d'augmenter les tarifs, là. Alors, ça peut... c'est la dernière chose à faire. Je lisais là, qu'après San Francisco, qui est la ville en Amérique du Nord où c'est le plus cher pour prendre les transports en commun, la ville qui suit, ça serait Montréal, où c'est le plus cher pour prendre le transport en commun. Moi, je pense que c'est là, avec tout ce que tu as dit, puis tu as raison de placer tous ces enjeux-là, mais au ras des pâquerettes, là, les gens, ils regardent quoi? Combien ça leur coûte pour prendre l'autobus puis le métro? Est-ce que c'est fiable? Ils vont-tu y arriver à temps? Le REM va-tu être pris? Ils vont-tu être pris dedans? Pas de chauffeur, les portes barrées à attendre, on sait pas combien de temps. C'est ça, la fiabilité puis le coût. Là, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de, on est dans faut vraiment encourager les gens là, à l'utiliser là, dans les grands centres. Montréal, Laval.
Tu as tout à fait raison, Isabelle, mais à un moment donné, c'est pour ça que je dis le gouvernement a aussi une responsabilité là-dedans de d'épauler les municipalités. Tu sais, c'est un service essentiel, c'est un service public essentiel. Le gouvernement a un leadership à exercer là-dessus. Il y a une partie de responsabilité. Puis à chaque fois qu'il fait pas ce petit bout-là, ben là, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse là? Qu'est-ce que tu veux que les municipalités fassent? Elle dit bon ben soit on diminue on diminue dans le fond le service, soit on augmente les coûts. Tu as tellement raison là-dessus, tu sais. Puis là, il y a des choix qui ont été faits. Maintenant, il y a une gratuité qui a été mise à Montréal pour les personnes aînées. Je pense que ça, honnêtement, c'était nécessaire. Toute la journée? Ben, je pense que honnêtement, je trouve qu'il y a une partie là-dedans qui est une très bonne idée pour casser l'isolement. Est-ce que ça aurait pu être mis seulement, par exemple, en heure défavorable? Tu sais, de dire, bon, je sais pas, moi, de 10h à 14h ou, tu sais, quelque chose comme ça. Ça aurait pu être modulé autrement. Mais tu me permets, Isabelle, en souvent cette question-là du tarif, moi, il y a un enjeu dont on parle trop peu souvent, qui est le tarif d'une carte puce pour des étudiants à Montréal. Tu sais, des élèves du secondaire, qui est de 36 $ par mois. Moi, je me pose encore la question dans un contexte justement d'inflation où la bouffe coûte de plus en plus cher. On parle rarement de ça, mais quelqu'un qui a 1, 2, 3 enfants, puis là, le primaire, tu me diras, c'est souvent dans le quartier, pas toujours, mais souvent. Mais le secondaire, ben ça passe souvent par une carte puce de 56$, tu sais, 10 mois par année, 8 mois par année. 2, 3 enfants. Moi, je me pose régulièrement la question, honnêtement, moi, depuis que ma fille est au secondaire, je me pose régulièrement cette question-là c'est sûr que pour certains parents, certaines familles, c'est le montant de trop dans le mois, là. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Puis il y en a qui calculent combien de fois est-ce que ça va être rentable ce mois-ci. Puis c'est sûr que les gens calculent. Puis si tu as 2, 3 enfants, clairement, là. Fait que tant qu'à avoir un paiement d'auto, tu dis, m'aller de conduire. Parlons, en tout cas, écoute, c'est un dossier à suivre que le dossier du transport collectif au Québec. Je voudrais qu'on revienne là, sur l'histoire de Nordvolt parce que, comme moi, tu as dû être horrifié d'apprendre qu'il y avait des tatas qui sont allés mettre des espèces d'objets incendiaires. On parle de bombes artisanales, mais bon, je rassure tout le monde, il n'y a rien qui a explosé. Ça a l'air que c'était tellement artisanal que ça n'a pas marché, heureusement. Mais juste le geste de dire on va aller embêter Nordvolt à ce point-là. Es-tu d'accord, Marie, que peu importe là, qu'on soit super écolo, pas d'accord avec une usine de batterie quand même. On n'est pas dans une usine, c'est pas c'est quand même relativement bon pour l'environnement. En tout cas, c'est vers ça que notre économie s'en va. Qu'il y ait des gens même là, si c'est mauvais pour l'environnement, Isabelle. Même si c'était le pire des puits de pétrole de l'humanité qui allait tuer la moitié des milieux humides du Québec, c'est pas acceptable. Exact. Moi, je loge là pour la liberté d'expression. Moi, je loge pour les manifestations. Moi, je loge dans la mesure où ça se fait de façon pacifique, de façon respectueuse. Je serai toujours la première à dire, je vais défendre les gens qui ont quelque chose à dire et qui ont une opinion qui est peut-être pas la même que la mienne, mais qui mérite d'être entendue. Mais quand on est rendu à mettre la vie de travailleurs en danger, parce que là, c'est un peu ça, là, est-ce que c'était des objets incendiaires? Est-ce que c'était des bombes artisanales? On sait pas trop. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait peut-être une volonté de mettre la vie de travailleurs, de Québécois, de gens qui ont peut-être même pas d'opinion sur la pertinence ou la non-pertinence du projet de Nordvolt, mais dont la fonction, c'est de conduire une pépine, de conduire une grue, d'être un travailleur de la construction, puis qui se sont retrouvés dans cette situation-là parce que tu as des militants qui sont pas d'accord avec le projet. Moi, c'est là que je décroche. C'est pitoyable. C'est pitoyable et c'est intolérable. Et est-ce qu'on a entendu quelqu'un du gouvernement aujourd'hui réagir à ça? On a entendu le porte-parole de Nordvolt, mais bon. De l'opposition qui ont réagi, mais il y a Pierre Fitzgibbon sur Twitter qui a dit que c'était, je pense, inacceptable, quelque chose comme ça. Mais sincèrement, écoute, c'est sûr qu'il y a plus d'un point de vue, tu sais, le Québec est un État pacifique. Écoute, qu'est-ce que ça dit de nous, Marie, d'un point de vue même à l'international? Nordvolt, c'est une compagnie étrangère qui vient ici, qui s'installe. Tu sais, il y a quand même quelque chose on accueille un nouveau nom, une nouvelle entreprise internationale. Franchement, on a l'air de quoi?
encore. Là. Ouais, là, je voudrais pas lancer un pavé dans la mare, mais tu sais, je dirais peut-être des gens qui se sont, je sais pas, moins inspirés de certains felkistes à une époque au Québec. Mais ça, tu sais, après, je pense qu'il faut faire attention. Oui, c'est une demande politique, le chef du PCQ qui parle d'éco-terrorisme. Ouais, c'est ça. Moi, je me garderais une petite gêne sur ce genre d'utilisation de mots-là quand on pense à ce qui se passe en Israël. Oui, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Oui, tout à fait. Ouais. Je ferais aussi attention parce que là, c'est ça qui va arriver dans les prochains jours, c'est qu'on va mettre tous les militants écologistes, on va mettre tous les gens qui sont contre Nordvolt dans le même panier. Tu sais, c'est peut-être trois coucous là qui ont décidé de faire ça, qui sont dit, on est vraiment brillants, puis on va aller faire ça, puis ça va arrêter le chantier une couple d'heures, puis on va faire parler de nous, puis ça va relancer une controverse. Ouais. Je pense qu'il faut juste être prudent de pas mettre tous les gens qui sont opposés dans. C'est pour ça que j'ai résumé en disant que c'était des tatas. Tu vois, tata, ça résume bien. Ouais. Tu vois, c'est assez large. C'est assez large. Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, a dit effectivement que c'était déplorable et condamnable. Et Pierre Fitzgibbon, il a dit que c'était des tactiques totalement inacceptables. J'invite tous les groupes à les dénoncer sans ambiguïté et sans réserve. C'est ce qui vient d'être fait. Marie, merci beaucoup. À demain. À demain.